As-tu déjà regardé la Russie et pensé « c'est plutôt grand pour un seul pays. Tu pourrais sûrement en mettre quelques-uns de plus dedans. » Tu as raison, il y en avait plus avant. Tu peux en quelque sorte choisir n'importe quelle région chez eux et apprendre sur les nations que l'Empire russe a conquises en s'étendant vers l'est sauvage de la Tartarie et de la Sibérie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une région spécifique, le Caucase. Nous savons que le Caucase aujourd'hui comprend 3 pays, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Au Pakistan, on dit qu'il n'y en a que 2. Parce qu'ils sont le seul pays au monde à ne pas reconnaître l'existence de l'Arménie. C'est par soutien à l'Azerbaïdjan, mais je veux dire, même la Turquie reconnaît l'Arménie. Donc ils doivent quand même s'entendre. Ces 3 pays sont là aujourd'hui, et ils sont souverains et indépendants. Mais au nord de la chaîne de montagnes qui donne son nom à la région, il y avait autrefois plus de pays qui ont été conquis par l'Empire russe, entièrement incorporés par l'Union soviétique, et qui aujourd'hui restent une partie de la Fédération de Russie. Des exemples de ceux-ci sont la Circassie, la Kabardie, la Tchétchénie, l'Ingouchie et même le Daghestan. Des pays qui étaient ce foyer de peuples, de nations et de cultures uniques, qui dans de nombreux cas ont simplement été détruits. Alors découvrons ce qui leur est arrivé. Allons-y un par un. Découvrez où se trouvait ce pays, comment il est exactement né, qui étaient ses habitants, et pourquoi, comment il a été détruit par les Russes. De plus, s'il en reste, découvrez si des vestiges existent encore aujourd'hui. Je vais commencer par la Circassie parce qu'elle a le drapeau le plus cool, un fond vert avec 12 étoiles dorées et 3 flèches croisées. C'est un drapeau assez ancien. Il date du 19e siècle, et chaque étoile représente l'une des tribus locales. Le vert représente l'islam, et les flèches leur tradition militaire. La Circassie occupait le nord-ouest du Caucase, s'étendant de la côte de la mer Noire jusqu'à l'intérieur des terres, au bassin du Kouban et au contrefort des montagnes du Caucase. Elle couvrait une grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Adyguée, l'ouest du kraï de Krasnodar et une partie du Karachay. Mais ce n'était pas le royaume traditionnel que nous connaissions dans d'autres régions d'Europe. La Circassie a émergé à la fin du Moyen-Âge, vers le XIIIe siècle, en tant que confédération de tribus adyguées. Unie par une loi commune, des coutumes partagées et la coopération militaire, ils connaissaient parfois aussi des conflits. Leur blason, très impressionnant, représentait un soldat à cheval brandissant une lance. Sa population comprenait des Circassiens, Adygués, Kabardiens, Chapsougs, Abzaks, Natoukaï et bien d'autres. Ils étaient organisés en classes aristocratiques et populaires et gouvernés par l'Adygué Kabzé, un code coutumier strict mettant l'accent sur l'honneur, l'hospitalité et les valeurs martiales. Je pense qu'on peut comparer cela à Sparte, mais en un peu plus agréable. Leur culture était fortement axée sur la guerre, et les traditions orales épiques ont maintenu une étiquette sociale assez élaborée au fil des siècles. D'abord influencée par le paganisme, puis les Romains, et enfin le christianisme orthodoxe, surtout grâce à ses échanges avec Constantinople, par la mer Noire. L'influence islamique est arrivée par la même voie. La Circassie est devenue musulmane sunnite du XVIe au XVIIIe siècle, surtout sous l'influence ottomane et tatare de Crimée, même si la religion cohabitait souvent avec d'anciennes coutumes. À la fin du XVIIIe siècle, l'Empire russe a empiété sur leurs terres en étendant son territoire vers le sud et l'est. Cela a finalement dégénéré en guerre du Caucase en 1817 qui a duré jusqu'en 1864. Et même si cette guerre a pris fin, il n'y a pas vraiment eu de série de traités qui ont mis fin à l'existence de la Circassie. Au lieu de cela, il s'agissait simplement d'une destruction militaire systématique. Des villages ont été incendiés, des populations affamées et des déportations massives ont eu lieu. En 1864, la Russie a terminé sa conquête et le tsar Alexandre II a ordonné d'expulser les populations locales pour installer des Russes chrétiens à leur place. Les Russes ont déporté la plupart des Circassiens vers l'Empire ottoman, ce qui est largement reconnu comme le génocide circassien. On estime que 80 à 90% des Circassiens ont été tués ou exilés, les anéantissant comme nation. Sous l'ère soviétique, le territoire fut morcelé en plusieurs entités pour empêcher toute réunification.
même si à ce moment, il restait peu à réunir. Aujourd'hui, la Circassie n'existe plus politiquement, mais les Circassiens survivent en tant que minorité au sein des républiques russes et en tant que grande diaspora à l'étranger. Mais il est peu probable qu'elle retrouve un jour sa souveraineté. Ensuite, découvrons la grande principauté de Kabardie. Leur drapeau ressemblait à celui de la Circassie, car ils partageaient cette culture. La Kabardie était la principauté circassienne orientale. Située dans le centre du Caucase du Nord, elle correspond à peu près à l'actuelle Kabardino-Balkarie. Elle est apparue comme une entité politique distincte au XVe siècle, dirigée par des princes appelés FSI, qui exerçaient leur autorité sur un État aristocratique relativement centralisé. Comparé à l'Ouest, sa population était principalement composée de Kabardiens, avec quelques influences turques et alanes. Donc essentiellement, ils sont devenus leur propre État distinct, parce qu'ils étaient plus spécifiques sur le plan ethnique, et ont également choisi de suivre une forme de gouvernement différente. Mais il y avait de nombreuses similitudes avec les voisins occidentaux. La culture kabardienne suivait l'Adigé Kabza, avec une forte classe noble et des coutumes de cour élaborées également. Elle s'est convertie plus tôt et plus profondément à l'islam sunnite, en partie grâce à sa proximité avec le Khanat de Crimée et l'Empire ottoman. Ils ont notamment maintenu tôt des relations diplomatiques avec la Moscovie au XVIe siècle, dont des mariages dynastiques. Mais ces liens ont ensuite facilité la domination russe, au lieu de leur accorder une quelconque protection. À partir de la fin du XVIIIe siècle, la Russie a progressivement sapé leur souveraineté par la construction de forts, des saisies de terres et une pression militaire. Contrairement à l'Occident, ils ont été soumis plus tôt, avec un contrôle russe effectif établi dans les années 1820, accompagné à nouveau d'une perte massive de population due à la guerre, aux maladies et à la migration forcée. Les stratégies russes typiques. Ces zones étaient cruciales pour l'Empire russe, qui voulait étendre son territoire, accéder à la mer Noire et limiter l'influence ottomane à sa frontière. Sous la domination soviétique, elle a fusionné avec les Balkars pour créer la République socialiste soviétique autonome de Kabardino-Balkarie, institutionnalisant ainsi la division ethnique de la région. Aujourd'hui, les Kabardes restent une nationalité titulaire dans la région, mais la Kabardie, en tant qu'entité souveraine, n'existe plus non plus. Passons à la Tchétchénie, qui est peut-être l'exemple le plus récent d'un pays ayant été repris par la Russie, car cela s'est produit à nouveau récemment. La Tchétchénie, dans le Caucase nord-central, se trouve à l'est de l'Ingouchie et à l'ouest du Daghestan, comprenant des plaines boisées et un relief montagneux accidenté. La Tchétchénie est ancienne, ces sociétés se sont développées dès l'Antiquité, mais en tant que nation reconnaissable, elle s'est formée à travers des sociétés claniques à l'époque médiévale. Contrairement à leurs voisins féodaux, la Tchétchénie n'avait ni roi ni prince, et la gouvernance était communautaire et égalitaire, avec des conseils d'anciens, un peu comme un scénario utopique. La population tchétchène, ou Nokchi, valorisait l'honneur personnel, la résistance à la domination et la solidarité clanique. Il semble qu'il y avait de nombreuses similitudes avec les autres. La pratique religieuse, d'abord marquée par des influences païennes et chrétiennes, est devenue sunnite au XVIIe siècle, puis a servi d'idéologie unificatrice face à la Russie. Cela pousse à réfléchir. Peut-être que chaque région aujourd'hui est trop affaiblie pour retrouver sa souveraineté. Mais il existe une identité commune entre elles, un passé tribal, un passé islamique. Peut-être que cela justifierait leur unification en une république indépendante du Caucase du Nord. En Tchétchénie, les tentatives de conquête russe se sont accentuées au XVIIIe siècle, aboutissant à une guerre brutale. Pendant la guerre du Caucase, elle est devenue le cœur de l'imamat du Caucase sous l'imam Chamil. Après la mort du dirigeant, en 1859, elle fut absorbée par l'Empire russe, puis intégrée à la République socialiste soviétique autonome tchétchène-ingouche sous l'Union soviétique. En 1944, toute la population a été déportée en Asie centrale par Staline, et près d'un quart d'entre eux sont morts. Quelques-uns ont pu revenir en 1957, mais le traumatisme et le ressentiment sont restés. Et cela a conduit, après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, à ce que la Tchétchénie retrouve brièvement une indépendance de facto entre 1991 et 1999, avant d'être reconquise par la Russie. Aujourd'hui, elle existe comme une république fédérale russe, avec une autonomie limitée et sans souveraineté reconnue.
Son drapeau moderne vert, blanc et rouge symbolise l'islam, la paix et l'identité tchétchène. Leurs anciens drapeaux différaient légèrement, utilisant l'une de ces trois couleurs. Le drapeau de l'imamate du Caucase était vraiment unique et incroyable. Vert, avec des queues d'aronde arrondies en blanc et en rouge, et des textes arabes représentés dessus. Rappelez-vous maintenant comment, pendant l'Union soviétique, la région faisait partie de la République soviétique tchétchène-ingouche. Cela nous mène au prochain pays disparu. L'Ingouchie, leur drapeau moderne, est super cool et partage les couleurs de la Tchétchénie. Il y en a en fait un autre utilisé par les séparatistes, qui l'adapte en ajoutant une étoile et un croissant, deux épées, et les mots « Dieu est grand » en arabe. L'Ingouchie est juste à l'ouest de la Tchétchénie, une très petite région du centre-nord du Caucase. C'est une région très montagneuse, comme la Tchétchénie. Elle est issue de sociétés claniques, dans leur cas les Vainaks, et ils n'ont pas non plus développé de monarchie centralisée. Les Ingouches partageaient langue, origine, coutumes et structure sociale avec les Tchétchènes. Ils étaient gouvernés par des conseils et des hadas, une sorte de droit coutumier également, mais ils étaient suffisamment différents pour exister séparément. Leur culture mettait l'accent sur l'architecture taurienne. Nombreux ont été détruits par la Russie lors de l'invasion, mais il en reste que vous pouvez voir en visitant la région ou en cherchant sur internet. Comme moi, je l'ai fait. L'islam s'est répandu progressivement, devenant sunnite au XVIIIe siècle, bien que les pratiques traditionnelles soient restées influentes, et leur disparition a été un peu différente de celle de leurs voisins. La Russie a absorbé l'Ingouchie au début du XIXe siècle davantage par une progression graduelle et des traités que par une guerre totale, mais il y a quand même eu de la résistance, même si elle n'a pas abouti. Sous l'ère soviétique, leur peuple a vécu le même destin que la Tchétchénie, dont la déportation de masse. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ils se sont séparés administrativement de la Tchétchénie et sont restés au sein de la Russie, sans profiter de cette période d'indépendance temporaire, mais en évitant aussi la guerre de reconquête. Aujourd'hui, ils existent sous le nom de République d'Ingouchie, un petit sujet fédéral qui n'est autonome que de nom. L'identité locale existe, mais elle reste assez diluée jusqu'à aujourd'hui. Enfin, nous atteignons la dernière pièce du puzzle pour ces pays détruits. Daghestan. Si vous avez joué à Empire Total War, vous vous souvenez sûrement que ce pays doit être conquis en jouant les Russes. Le Daghestan occupe le nord-est du Caucase, mais là, il borde la mer Caspienne et c'est l'une des régions les plus ethniquement diverses au monde. Jusqu'à aujourd'hui, contrairement aux autres, le Daghestan n'a jamais été un seul pays. Au lieu de cela, c'était une mosaïque d'entités souveraines, comprenant l'Avarkhanat, le Chamkalar de Turquie, le Kaïtag, l'Ouzmiyat et le Derbentkanat. Des noms complexes, du moins pour un Européen. Ces États sont apparus entre le Xe et le XVIe siècle. Ils étaient dirigés par des Khans, des Chamkals ou des Ouzmis, essentiellement différents types de chefs tribaux et parfois féodaux. Leur population était composée d'Avars, de Darguines, de Koumix, de Lezgiens, de Laks et d'autres, chacun ayant des langues et des cultures distinctes. Ici, l'islam est arrivé tôt, faisant du Daghestan l'une des premières régions musulmanes du Caucase. Il est alors devenu fermement sunnite, avec de fortes traditions. Le plus connu de ces États est, je pense, l'Avarkhanat. Il semble aussi que ce soit celui qui a occupé le plus grand territoire et qui a duré le plus longtemps, entre le XIIIe et le XIXe siècle. Cela représente plus de 600 ans d'existence en tant que pays. Leur drapeau était superbe, noir avec un liseré jaune. À l'intérieur, on voit un loup blanc tenant une bannière de guerre, représentée avec une lune. Peut-être pour représenter l'islam ? Leurs armoiries affichent une figure semblable. La Russie a conquis tout le Daghestan pendant la deuxième guerre du Caucase. Elle a affronté une forte résistance, puis a annexé la région en 1859 sous domination soviétique. Elle a été maintenue comme république autonome et multiethnique, contrairement à la Circassie. Mais ses élites ont disparu, et l'islam a été réprimé. Aujourd'hui, elle existe en tant que république du Daghestan, au sein de la Russie, avec un drapeau tricolore assez banal, bien moins impressionnant que les anciens. Les pays que nous connaissons aujourd'hui comme étant les pays du Caucase sont également passés sous la domination russe plus tard, mais ils ont pu retrouver leur indépendance. La présence de la Turquie et de l'Iran à proximité aide, mais je pense que surtout, les montagnes du Caucase forment une barrière naturelle contre les incursions russes, bien que celles-ci réussissent parfois à annexer des parties de la Géorgie. Aujourd'hui, leurs voisins du nord n'ont pas eu cette chance. Les plaines ont permis à l'armée russe de les envahir facilement,
et ils ont vu des siècles d'existence prendre fin sans même une véritable conquête russe. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des pays qui existaient autrefois, peuplés par des gens qui, pour la plupart, ne sont plus là. Peut-être que leurs descendants retrouveront un jour une souveraineté, peut-être pas seuls, mais ensemble, en tant que Caucase du Nord libre, capables d'embrasser leur héritage tribal et musulman commun. Qui sait ? Il faudra attendre et voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.